on va terminer la série de conférences amicales de cet atelier. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Pasteur, professeur Francis Richard de l'Université d'Ancaster. Donc avant de commencer, je vous invite à éteindre les téléphones portables. Vous devez mettre sur le vibreur si vous attendez des appels prévus. Donc, pendant les semaines internationales, on a beaucoup parlé de la maladie, on a beaucoup parlé de médicaments, on a beaucoup parlé d'entomologie, on a beaucoup parlé de génétique, etc., etc. Mais quand on parle du poids du paludisme, je crois qu'il y a aussi le poids économique du paludisme. Donc, le sujet qui sera traité aujourd'hui, c'est l'économie de la santé appliquée au paludisme. Merci. Bonjour à tous. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, nous allons donc parler de l'économie de la santé, ou plutôt l'économie appliquée au paludisme. Comme tout le monde n'est pas économiste, on va rappeler un peu quelques définitions importantes en économie. Et ensuite, on va vous présenter un travail de recherche que nous avons effectué dans le cadre justement de l'évaluation économique du paludisme, pour vous donner un peu l'idée de ce que c'est que la prise en considération de la maladie, donc du paludisme en l'occurrence ici, du point de vue économique. Alors lorsqu'on parle d'économie, on va commencer par cela. Je choisis toujours pour présenter l'économie à mes étudiants la définition de Raymond Barre, tout simplement parce que c'est très explicite et tout est dans cette définition. En fait, on ne peut pas parler d'économie, de problème économique, il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas une grande tension entre ce que l'on appelle les besoins exprimés par les agents économiques, donc nous tous, et les ressources rares qui sont utilisables de manière à satisfaire ces besoins économiques. Ainsi, la science économique est donc la science de l'administration des ressources rares. En tant que science d'administration des ressources rares, elle va étudier en premier lieu le comportement humain dans ce que l'on appelle l'aménagement de ces ressources. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour satisfaire les besoins nombreux et illimités des hommes. Donc je ne vais pas revenir sur la définition des besoins, mais on va tout de suite voir que le problème à étudier revient donc, lorsqu'on parle d'économie, à étudier l'homme. On a parlé du comportement de l'homme. L'homme est au centre du problème. Comment va-t-il se comporter? Bien sûr, par rapport aux biens et aux services qui vont répondre à ses besoins. Et bien sûr, économiquement parlant, on va utiliser les ressources rares, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que l'homme les utilise au mieux. La première finalité de la science économique, c'est donc le mot même économie. Dans la vie pratique, on parle d'économie, comment économiser. Donc, comment ne pas gaspiller de manière à utiliser au mieux et satisfaire aussi au mieux donc les besoins. Alors, quand on parle de problème de l'homme considéré du point de vue économique, on va donc chercher à réaliser son bien-être. Alors, chercher à réaliser le bien-être de l'homme revient pour l'analyse économique à explorer un certain nombre de domaines. On utilise l'économie dans l'industrie, on parle alors d'économie industrielle. On analyse aussi le comportement humain dans le monde du travail, on parle d'économie du travail, et ainsi de suite. On parle d'économie des relations politiques, on parle d'économie de l'énergie, et bien entendu, on parle de l'économie de la santé. Quand bien même la santé n'a pas de prix, pour les économistes, la santé a un coût, et même des coûts. Et à partir de ce moment, on va verser dans cette problématique de gaspillage. L'économie de la santé a été développée depuis les années 70, et en particulier parce que, de ce point de vue gaspillage, il y a eu utilisation de dépenses énormes, et même supérieures en termes de croissance à celui du PIB des différents pays qui ont développé l'économie de la santé, à savoir en premier lieu les États-Unis et en deuxième lieu la France, l'Europe tout entière. Ainsi,
L'économie de la santé va faire intervenir des économistes auprès des épidémiologistes, des médecins, des sociologues et aussi des juristes. Donc l'économie de la santé, l'économie appliquée à la santé va tenir compte des fins poursuivies, mais aussi des contraintes recensées. Donc en termes de fins, c'est toujours cette histoire de besoin. De quoi a-t-on besoin? Et bien sûr, les contraintes, c'est toujours l'histoire de ressources rares. On n'a pas beaucoup de moyens, alors qu'on a plusieurs fins à poursuivre. Comment faire? L'économie de la santé va donc aider de manière la plus efficace possible l'allocation des ressources. On parle d'allocation rationnelle des ressources rares. Alors bien sûr, l'allocation des ressources rares en termes d'économie en général concerne les différents secteurs, pas uniquement que les secteurs santé. Mais même à l'intérieur d'un même secteur, on va parler aussi d'allocation rationnelle des ressources. Donc en économie de la santé, pourquoi utiliser tant de ressources pour lutter par exemple contre le sida et tant d'autres pour lutter contre tant d'autres problèmes de maladie ou problèmes de santé. Donc ça, c'est le problème à l'intérieur des secteurs. Et toujours, suivant le principe de l'économie, il s'agit de maximiser la satisfaction des citoyens. Donc nous, quand on applique l'économie à la santé, on va s'intéresser en priorité et en premier lieu, et cela surtout dans les pays où a été développée l'économie de la santé, au problème de financement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la santé n'a pas de prix, et la santé a des coûts. Et donc on va considérer tout ce qui est financement concernant les actions curatives, mais aussi les actions préventives. Donc ça a besoin de quel financement? Qui doit financer? Comment il va financer? Ça peut être les ménages, ça peut être le pouvoir public. Alors, lorsqu'on alloue un financement à une action donnée, ça veut dire que cette somme allouée à cette action doit être prise ailleurs. Là est le problème. Où le prendre? C'est le comment financer. Un choix est donc nécessaire. Et c'est là qu'intervient l'économiste. L'économiste, en fin de compte, va essayer de comprendre pour conseiller. Il va apporter aux décideurs un témoignage objectif sur les conséquences à attendre des décisions alternatives entre lesquelles ils doivent choisir. De cette définition de Malinvaud en 1990, on va donc expliquer que l'évaluation économique doit toujours et implique toujours une analyse comparative d'actions possibles. Quelles sont les alternatives possibles? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces alternatives? Les conséquences? Qu'est-ce que ça coûte? Et c'est ce qui permettra de choisir entre, bien sûr, les deux alternatives. Alors on va appeler programme toute action en santé. Ça peut être une politique de santé, ça peut être aussi un programme curatif ou un programme de prévention. Mais l'essentiel, c'est de savoir que l'économiste intervient pour donner un choix. Et ce choix à partir de coûts et à partir de conséquences pour chaque alternative. L'évaluation en santé, en fait, revêt plusieurs aspects. On peut effectuer une évaluation partielle, on peut effectuer une évaluation des résultats ou une évaluation des coûts. Lorsque on étudie à la fois les coûts et les conséquences, mais en même temps, lorsqu'on compare deux options, c'est un peu le diaporama précédent, on parle définitivement et réellement d'évaluation économique. Donc pour qu'il y ait évaluation économique, non seulement on compare au moins deux options, deux alternatives, mais il faut aussi considérer en plus et les coûts et les conséquences. Dans les autres cas, si on ne s'intéresse par exemple qu'aux conséquences uniquement et qu'en plus on s'intéresse à une option, à une alternative, on parle d'évaluation décrivant les résultats. Si on examine uniquement les coûts d'une option, on va parler de description des coûts. On va donc évaluer un programme de santé, mais en termes de coûts. C'est une évaluation partielle. Si on considère aussi bien les coûts et les conséquences, mais toujours
en considérant une alternative ou une option, nous sommes toujours dans une évaluation partielle. On décrit à ce moment-là le coût et le résultat d'un programme de santé donné ou d'une option donnée. Lorsqu'on étudie à la fois coût et conséquences différemment pour deux options, par exemple, on va comparer les coûts de deux options, on va parler d'analyse des coûts. Si on considère les conséquences de deux options, on va parler d'une évaluation d'efficacité. À ce moment-là, on va parler d'efficacité pratique de deux programmes, deux options, deux alternatives, ou encore une efficacité théorique. L'une et l'autre étant distinguées par cette histoire de pratique. On est dans l'évaluation économique, je le répète, lorsqu'on compare à la fois les coûts et les conséquences, mais aussi lorsqu'on propose plusieurs alternatives. Il y a 4 grandes méthodes. L'analyse de minimisation des coûts, l'analyse coût-efficacité, l'analyse coût-utilité et enfin l'analyse coût-bénéfice. Donc on va s'intéresser aux coûts et aux conséquences, coûts et conséquences, et on propose plusieurs alternatives, qu'on a appelées ici programmes. Le premier programme peut être un programme inactif, ne rien faire. Et le deuxième programme, bien sûr, un projet donné d'action. Quelle différence entre les différentes méthodes d'évaluation économique? Pourquoi choisirait-on plutôt une analyse de minimisation de coûts, une analyse coût-efficacité, une analyse coût-utilité ou bien une analyse coût-bénéfice? Alors, tous les coûts, toutes les mesures de coûts, toutes les évaluations de coûts se feront en unité monétaire, quel que soit le type d'analyse utilisé. Ce qui distingue les différentes analyses, ce sont en fait les considérations des conséquences des différentes options. Lorsque les différentes options sont identiques en termes de conséquences, on va parler d'analyse de minimisation des coûts, qui n'est donc, entre autres, qu'un aspect de l'analyse coût-efficacité. Puisqu'en effet, dans l'analyse coût-efficacité, on va s'intéresser à un seul effet. Cet effet étant commun à toutes les options. La différence entre les options étant le degré de réalisation de cette conséquence. L'analyse coût-utilité, au contraire, va considérer un effet ou plusieurs effets, mais qui ne sont pas nécessairement communs aux différentes alternatives, aux différentes options. Et enfin, en termes d'analyse coût-bénéfice, on va considérer un effet ou plusieurs effets qui ne sont pas non plus nécessairement communs aux différentes options. La différence entre coût-utilité et coût-bénéfice, c'est l'expression des conséquences. Lorsqu'on parle d'analyse coût-bénéfice, on va exprimer en unité monétaire les conséquences évaluées. Alors que lorsqu'on parle d'analyse coût-utilité, on va les exprimer en une unité comme l'année de vie en bonne santé ou encore l'année de vie ajustée par la qualité. Donc on va considérer l'utilité dans le sens économique. L'utilité, c'est la valeur supplémentaire apportée. Et en analyse coût-efficacité, on va utiliser des unités naturelles, par exemple, des années de vie gagnées, des jours d'incapacité évités, ou bien, bon là c'est un exemple très précis, en cardiologie, le point de réduction de la tension artérielle. En analyse de minimisation des coûts, on mesure, on évalue, sans considérer d'unité particulière, la conséquence qui est identique pour toutes les options, puisque ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui coûte le moins cher. Maintenant, en application pour l'économie de la santé en paludisme, on va vous présenter une étude qui a été effectuée dans la zone d'Antananarive. Et je laisse les autres diapos ici pour éventuellement les questions qui peuvent se poser, puisque l'évaluation économique peut se faire au niveau macroéconomique ou bien au niveau microéconomique. Alors, lorsqu'on parle de microéconomie de la santé, on va considérer l'offre et la demande. Alors que lorsqu'on parle de macroéconomie de la santé, on va plutôt s'intéresser au financement. Et en macroéconomie de la santé, on va distinguer 4 principaux agrégats. Les dépenses nationales de santé, les dépenses courantes de santé, les consommations médicales totales et enfin la consommation de soins et de biens médicaux. Comment on arrête ?
Et donc maintenant, on va vous présenter l'utilisation de l'évaluation économique dans le paludisme, enfin pour le paludisme. Pour voir un peu comment est-ce que... Voilà, donc on a choisi une méthode qui est l'analyse coût-efficacité des stratégies de lutte antipaludique. C'est un travail de recherche que j'ai dirigé, mais comme la personne qui l'a faite est présente avec nous, alors on va lui donner la parole pour présenter. Donc je vous remercie Madame le professeur de nous avoir cédé la parole. Nous avons effectivement effectué une étude sur l'application de l'économie de la santé au paludisme. Et nous avons choisi comme thème de cette étude analyse co-efficacité des stratégies de lutte anti-paludique. Je corrige un peu ce que Madame le professeur a dit tout à l'heure. Cette étude n'a pas été effectuée dans la zone d'Atandari, mais plutôt dans la zone de Tuléar. Pourquoi dans la zone de Tuléar? Dans la zone de Tuléar parce que à Madagascar, il est très difficile de voir l'application de deux méthodes préventives appliquées en même temps dans un même endroit. C'est-à-dire que généralement, suivant le modèle de l'EMS, il faut, en termes de prévention contre le paludisme, il faut mettre en œuvre dans les zones épidémiques la campagne d'inspection intradomiciliaire. J'espère que nous savons tous que c'est une zone épidémique. Mais en titre de rappel, les zones épidémiques à Madagascar sont constituées par les hautes terres centrales. C'est-à-dire que l'épidémisme survient comme un accident dans ces zones-là, mais pas toute l'année. Par contre, dans les zones endémiques, l'OMS préconise plutôt la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ou MID. Donc les zones endémiques, ce sont les zones où il y a une incidence de paludisme très élevée et presque toute l'année. Donc ce modèle de l'OMS en termes de prévention de lutte contre le paludisme est surtout basé sur le degré d'endémicité du paludisme dans une région. Notre étude est donc a pour but donc de vérifier si ce modèle-là est applicable pour Madagascar ou bien il faut tenir compte d'autres facteurs en termes d'application de prévention contre le paludisme. Pour ce faire, nous avons émis des hypothèses que nous allons tester après. Donc notre première hypothèse est que l'acceptation des deux interventions par la population est influencée par la perception de la gravité de la maladie. Je m'explique un peu. C'est-à-dire que la population peut accepter ou ne pas accepter l'application de deux méthodes chez eux. C'est-à-dire, donc, quand on veut mettre en œuvre une stratégie de prévention, il faut d'abord savoir si la population cible va accepter la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, nous avons émis comme hypothèse que cette acceptation par la population est surtout influencée par la perception de la gravité de la maladie par les gens. Notre deuxième hypothèse est que le respect des mesures de précaution relatives aux deux stratégies est fonction du niveau d'instruction du chef de ménage. Ensuite, la méthode que nous avons adoptée pour l'élaboration de notre travail, on a d'abord fait une enquête dans la Fouktane de Kiambeba, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la commune urbaine de Tuléar. Notre population d'études a été constituée par les ménages qui ont utilisé l'une de deux stratégies seulement. Pourquoi l'une de deux stratégies seulement? Parce qu'il faut savoir dispatcher le coût de chaque stratégie. Et si les ménages ont utilisé simultanément les deux stratégies, on ne peut pas faire la différence entre les coûts. Donc il faut distinguer bien les ménages qui ont utilisé les deux stratégies, l'une et l'autre seulement. Ensuite, nous avons aussi pris comme condition pour vous faire des ménages pour qu'ils fassent partie de notre population d'études que les ménages doivent bénéficier gratuitement de la mise en œuvre de la stratégie. C'est-à-dire que nous avons adopté ici le point de vue de l'État pour la détermination des coûts de la mise en œuvre de deux stratégies. Donc, les ménages qui ont dû payer pour bénéficier la mise en œuvre de deux stratégies, c'est-à-dire si les ménages ont acheté les moustiquaires et s'ils ont dû faire appel à des experts
par leur propre initiative pour bénéficier des inspections extra-domiciliaires. Donc, nous avons exclu ces ménages-là de notre étude. Enfin, nous avons pris aussi comme condition pour notre population d'études que l'utilisation des moustiquaires durant l'année 2006 et pas avant. Parce qu'il se peut qu'il y a des ménages qui ont utilisé des moustiquaires avant 2006, alors que notre cadre temporel pour notre étude, c'était l'année 2006 et 2007. Pour la mesure de coût, pour mesurer le coût de mise en œuvre de la campagne d'inspection intradomiciliaire ou CAID, on a multiplié le coût unitaire. Ce coût unitaire-là s'obtient par les documents que nous avons eus avec l'aide de notre encadreur professionnel auprès de l'Institut d'hygiène. Et puis, on va multiplier ce coût unitaire-là par le nombre d'habitations ASPEC-G et plus les autres coûts. Donc, ça revient à ce que Madame le professeur nous a dit tout à l'heure, que la santé a des coûts, mais pas des prix. Et pour la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, nous avons aussi un coût unitaire que nous allons multiplier par le nombre de moustiquaires distribués plus les autres coûts. Pour la mesure des résultats, donc comme nous avons vu tout à l'heure, en termes d'évaluation économique, il faut tenir compte simultanément des coûts et des conséquences. Par conséquent, nous avons opté aussi pour résultats. Donc l'indicateur de résultat que nous avons choisi est le nombre total de cas de paludisme avant campagne, moins le nombre total de cas de paludisme après campagne. Pourquoi? Parce que comme nous avons choisi d'évaluer économiquement deux stratégies préventives, donc l'objectif ultime d'une prévention, c'est d'éviter l'apparition d'une maladie. Donc si on a cette différence-là, on peut comparer que la mise en œuvre d'une stratégie est plus efficace par rapport à l'autre. En termes de résultats maintenant, la comparaison des coûts a montré que la stratégie la moins coûteuse est la campagne d'aspersion intradomiciliaire. Cette étude, je vous signale, était faite dans la commune urbaine de Tulia. Donc dans cette commune-là, la campagne d'inspection intradomiciliaire est la stratégie la moins coûteuse. En effet, sa mise en œuvre coûte 167 277,36 ariars, tandis que pour la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides coûte 941 419,91 ariars. En termes d'efficacité, après l'application des campagnes d'aspersion intradomiciliaire aux ménages dont les critères d'admission ont été signalés auparavant, on a constaté une réduction de 59,26% de cas de paludisme auprès de ces ménages entre l'année 2006 et 2007. Tandis que, après la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, on a constaté une réduction de 69,44% de cas de paludisme. Donc, la stratégie la plus efficace est donc la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. D'après ces deux résultats, la stratégie la plus coefficace n'apparaît donc pas clairement. Pour élucider ce cas, nous allons donc calculer le rapport coût-efficacité. Le rapport coût-efficacité, comme son nom l'indique, c'est le rapport des coûts de chaque stratégie avec le résultat que nous avons obtenu après la mise en œuvre de cette stratégie. Et pour la CAID, donc, le rapport coût-efficacité s'élève à 2991,52 ariars. Et pour la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, ce rapport coût-efficacité s'élève à 33 557,31 ariars. Ce rapport coût-efficacité mesure l'obtention d'une unité de résultat avec ce coût. La stratégie la plus coefficace est donc la campagne d'aspersion intradomiciliaire. Dans la partie discussion de notre travail, nous avons d'abord comparé au niveau national, parce qu'il suffit de dire que la campagne d'inspection intradomiciliaire est la stratégie la plus coefficace au niveau régional, surtout dans la commune urbaine de Tulia. Qu'en est-il au niveau national? Au niveau national, le coût par population protégée pour la CAID s'élève à 0,66 $ américains.
tandis que pour les moustiquaires imprégnés d'insecticides, ce coût s'élève à 2,22 $ américains. Donc, notre résultat dans la commune urbaine de Tuléar a été donc vérifié, même au niveau national, c'est-à-dire que, même au niveau national, la campagne d'inspection intradomiciliaire demeure la stratégie la plus coût-efficace. Ensuite, comme je vous l'ai dit auparavant, nous allons tester statistiquement la validité de deux hypothèses. Nous avons utilisé ici le test de Qui2, parce qu'il s'agit de tester des proportions. Donc, le test statistique approprié pour le test de proportion et le test de Qui2. Donc, après les calculs statistiques que nous avons faits, les deux hypothèses H1 et H2 que nous avons posées auparavant ont été vérifiées. Après cela, nous avons donc constaté les principaux problèmes dans la lutte contre le paludisme dans la zone d'étude. En premier lieu, ce problème se réfère aux spécificités de la région non prises en compte. C'est-à-dire que, en appliquant, entre guillemets, bêtement, le modèle proposé par l'OMS, les techniciens régionaux ne considèrent pas les spécificités de la région. Ensuite, nous avons aussi constaté un faible taux de couverture de surveillance épidémiologique. En effet, selon les dires des responsables régionaux de lutte contre le paludisme dans la commune urbaine de Tuléar, sur les 17 sentinelles épidémiologiques, il n'y a que 9 qui sont sous surveillance épidémiologique dans la commune, dans la province de Tuléar. Ensuite, nous avons aussi constaté un manque de coordination dans la distribution des moustiquaires. Parce que durant notre enquête, on a constaté qu'un ménage peut avoir, durant une campagne, 2, voire 3 ou 4 moustiquaires. Alors que les recommandations se réfèrent à un moustiquaire seulement pour un ménage durant une campagne. Donc il y a un manque de coordination parce qu'on distribue les moustiquaires dans divers endroits différents. Donc les ménages peuvent réclamer des moustiquaires dans l'un et dans l'autre. Après, nous avons constaté les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Donc pour le caïd, son principal avantage est c'est la facilité de mise en œuvre. En effet, pour la mise en œuvre du caïd, le ménage n'a qu'à faire entrer les agents pulvériseurs. Et c'est tout. Ils n'ont rien à faire, ils laissent travailler les agents pulvériseurs. Ces inconvénients sont l'effet irritant des insecticides. En effet, les insecticides utilisés à Madagascar jusqu'à présent, les pyréthrinoïdes principalement, ont un effet irritant, principalement le DDT. L'effet irritant est que ces insecticides-là font fuir les moustiques et ne les tuent pas. Donc, quand les moustiques sortent, ils peuvent revenir à chaque fois. Ensuite, le principal problème de l'utilisation des insecticides, c'est pourquoi on a abandonné le DDT et a changé à Fendola, c'est la toxicité de l'insecticide. En effet, les insecticides peuvent avoir des effets toxiques pour les ménages aspergés. Ensuite, il y a la longue persistance du DDT dans l'environnement. Il y a aussi l'incapacité de certains matériaux à retenir une dose suffisante d'insecticides. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux de construction de maisons qui ne peuvent pas être pulvérisés. Pour les moustiquaires imprégnés d'insecticides, leur avantage est surtout la protection de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire que les moustiquaires peuvent protéger les gens qui dorment à l'intérieur des moustiquaires et surtout les gens qui sont à l'extérieur. Parce que les insecticides utilisés aux moustiquaires peuvent tuer les moustiques une fois qu'ils se reposent sur les tuiles. Ensuite, les moustiquaires ont une efficacité durable. C'est la propriété de LIN, Long Lasting Impregnated Net. Il y a aussi les moustiques. Les moustiques, comme on sait tous, piquent souvent la nuit. Donc, quand on dort sous les moustiquaires, on se sent protégé. Enfin, les moustiquaires ont des effets sur la réduction du taux de mortalité chez les femmes enceintes et leurs enfants.
Mais néanmoins, les moustiquaires présentent aussi des inconvénients. Premièrement, il y a la lenteur de sa mise en place. En effet, comme les moustiquaires, leur mise en place nécessite des efforts de la part des ménages. C'est la différence avec les caïds. Les caïds, les ménages n'ont qu'à faire rentrer les agents inspecteurs. Pour les moustiquaires, ils doivent installer et respecter correctement les indications, c'est-à-dire entrer dans les moustiquaires et refermer tout de suite après. C'est pour ça que parmi les inconvénients, il y a aussi la nécessité d'implication active de la population. C'est-à-dire, il y a des précautions, plusieurs précautions à prendre pour l'utilisation efficace des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Notre travail a aussi constaté les principaux facteurs d'une épidémie de la maladie. Premièrement, il y a les conditions météorologiques exceptionnelles. Ensuite, il y a les destructions massives suivies du déplacement de populations nombreuses. Enfin, il y a la vulnérabilité de la population face à la maladie. Nous tenons à signaler que ces facteurs-là s'ajoutent aux différents facteurs que plusieurs livres, plusieurs travaux ont déjà mis en exergue. Nous avons enfin émis des recommandations sur la lutte contre le paludisme à Madagascar. Dans cette généralité de lutte contre le paludisme, nous avons surtout dit qu'il faut considérer le paludisme pas comme une maladie, mais un problème de santé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à éradiquer le paludisme, mais à maintenir un taux minimal satisfaisant. Pour ce faire, comme la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides est la stratégie la plus efficace dans notre zone d'étude, nous avons émis quelques recommandations pour promouvoir cette stratégie. Nous avons aussi émis quelques recommandations concernant les conditions d'efficacité de l'inspection intradomiciliaire. Enfin, comme il s'agit de l'économie de la santé, nous avons aussi traité les problèmes relatifs aux aspects économiques du paludisme. Le paludisme, donc, présente des coûts directs et des coûts indirects. Ensuite, le paludisme peut être cause de pauvreté. Le paludisme peut aussi être signe de pauvreté. En effet, on constate que ce sont surtout les pays pauvres qui sont touchés par le paludisme. C'est pour ça que le paludisme peut être signe de pauvreté. Enfin, nous avons traité la corrélation plutôt entre la santé et le développement. Au terme de notre travail, nous avons proposé des modèles pour, premièrement, réduire les coûts de la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. En effet, si on arrive à réduire les coûts de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, cette stratégie sera plus coût efficace, parce que la stratégie est la plus efficace, mais elle est la plus coûteuse. Donc, si on arrive à réduire son coût, elle sera la stratégie la plus coût efficace. Ensuite, par rapport à notre étude, nous avons donc émis aussi des modèles qui rentabilisera efficacement la mise en œuvre de la stratégie la plus efficace, à savoir la campagne d'inspection intradomiciliaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien, voilà l'exemple de campagne donnée par rapport à une évaluation économique effectuée entre deux programmes d'évaluation, et qui sont tous les deux préconisés par l'OMS. Donc on a fait une étude au niveau d'une zone bien déterminée, mais ici au niveau national,